Il a dit ceci: on ne peut observer que ce que la théorie nous permet d'observer, et pas plus. Donc la question se pose. Quelle est votre théorie? Est-ce que vous en avez une? Sur quoi est-elle bâtie? Autrement dit, je fais le raccourci, il est difficile de s'intéresser à ces sujets sans faire preuve d'anthropocentrisme. C'est-à-dire, à partir de quoi voulez-vous penser les ovnis? Du vide? De la science-fiction? De quoi? Ben, vous essayez de le penser à partir des éléments dont vous disposez dans la culture, et notamment celle de l'avancement scientifique le plus poussé, bien sûr. Mais au-delà, j'ai eu des discussions poussées avec Émile Michel. Émile m'avait dit, mais si il y a un horizon anthropologique, et après c'est le vide. On peut des fois aller un peu au-delà de cet horizon, un bon prospectiviste le peut par exemple. Mais au-delà encore, c'est le vide. Si les ovnis viennent de ce vide, on ne peut pas les penser. Et nos théories, évidemment, ne sont pas au niveau. Quel est le pourcentage de pertinence de nos théories? C'est même pas estimable. On peut en avoir une vague idée, mais c'est très très difficile. Donc je voulais souligner ce point parce que si vous vous intéressez vraiment à ça, vous allez vous heurter. Vous vous souviendrez de ce que je viens de vous dire, vous allez vous heurter à ça en permanence. Ou alors, il y a un biais qui est très pratiqué, c'est que vous basculez dans la croyance. Moi je pense aussi. Et puis point à la ligne. C'est plus la peine de s'interroger. Mais quand des éléments de récits absurdes surviennent, automatiquement vous allez chercher à leur donner un sens à ces événements. Et donc on va retomber sur cette explication et sur les théories. Plusieurs cas. Voilà le cas français le plus connu, celui de Toulon-sur-Arroux, enquêté par mon ami Michel Figuet, donc réenquêté, c'est-à-dire qu'il a retrouvé le témoin qui était devenu âgé en 75. Voilà. Alors cette jeune femme, pareil, à vélo, tombe sur cette scène avec cet objet qui ressemble, qui a la taille d'une petite voiture à peu près, hein, qui ressemble à une cloche, et trois êtres autour, assez petits, dit-elle, qui vont s'agiter autour de l'objet. Elle s'est arrêtée, elle regagnait sa propre ferme. Et puis un mois, elle a commencé quand même à prendre peur. Elle s'est dit, oui, c'est peut-être un appareil secret allemand, nanana. Et elle s'est tournée pour reprendre le vélo qu'elle avait laissé. Et quand elle s'est retournée avec le vélo, il n'y avait plus rien, il y avait des arbres qui bougeaient, le phénomène avait disparu. Sa réaction, qu'on va voir dans l'autre cas, est intéressante. Elle montre que le cadre conceptuel s'est modifié. Les gens pensent systématiquement qu'il peut s'agir d'un appareil secret allemand, d'un appareil secret nazi, donc à cette époque. Et ça donne un sens, évidemment, tout de suite à cette histoire. Mais à un moment, elle s'aperçoit aussi que, quand même, il est vraiment bizarre, cet appareil. Hein. Et si les Allemands ont fait ça, c'est qu'ils avaient vraiment beaucoup d'avance et c'est inquiétant. On va le voir dans le cas suivant, qui est celui de Lucca en Toscane, qui est une ville que je connais bien, étant toscan par ma mère. Voilà. Lucca, vous connaissez peut-être, c'est cette magnifique ville qui est un peu avec Florence, quand vous descendez à la plaine de Toscane. Et dans les collines environnantes, ce paysan très jeune à l'époque va couper du bois en prévision de l'hiver, et tout d'un coup, il entend un son, mais vraiment assez fort. Il dit, tiens, c'est bizarre, il laisse tomber sa hache, et il se dirige vers la clairière d'où vient ce son, et il tombe sur cette scène. Et ce qui est intéressant ici, c'est la réaction du témoin. Alors il regarde ça sans comprendre, évidemment, puis tout d'un coup, il dit, mais attends un peu là. Ce ne serait pas ces histoires d'armes secrètes nazies dont j'ai entendu parler? Si c'est ça, je risque ma peau. Donc il décide prudemment, tout doucement, de faire marche arrière, de retourner couper son bois. Au bout d'un moment, le sifflement ne se fait plus entendre, et il n'est jamais retourné dans la clairière. Il a eu peur rétrospectivement, persuadé qu'il avait donc affaire à une arme. Mais autant qu'on sache, il n'y avait pas d'ovni circulaire, malgré tout ce qu'on raconte dans certaines revues. On n'en a jamais retrouvé. Et il existe une ou deux photos, je les connais, elles sont fausses. C'est pas on sait d'où ça vient, c'est pas ça. Donc, voilà ce qui arrive en 1944. Et il va arriver un autre cas en Pologne, encore une fois, vas-y, passe. Voilà, c'est le cas de Nowini, où 5 témoins, ce coup-ci, pareil, dans une zone rurale, hein, ça ne change pas, observent un appareil en forme de champignon, avec plein d'ailes, je crois qu'il y en a 8, 7 ou 8, qui leur font des signes comme pour leur dire entrer dans l'appareil, et à un moment, il y a 2 courageux qui s'avancent beaucoup plus près, un des êtres fait un geste comme ça avec le doigt, et les 2 gars tombent paralysés. C'est peut-être la première observation assortie d'une paralysie que l'on a en Europe, en tout cas,
ils seront conscients, hein, ils seront conscients, paralysés mais conscients. Les autres non, ceux qui sont restés là. Et tout le monde, l'engin va décoller, ils vont récupérer les camarades et ça va partir. La Pologne est un champ d'investigation intéressant de manière générale qui est très peu connu des ufologues. Voilà, ça on est à l'été 43-44. Pour moi, c'est la fin de la phase d'imprégnation. Quand vous remettez tout ça en perspective, il semble bien, je suis prudent, hein, j'emploie le conditionnel quand même, il semble bien se dégager un certain nombre de phases. Donc là, la phase d'imprégnation, bon, au bout, on va passer sur autre chose. Dès la fin de la guerre, la situation change. On va rentrer dans ce que j'appelle une phase d'accroche. D'accroche pour nous, quelque chose qui est destiné à nous accrocher. Vas-y, avance. On va tomber sur le cas, voilà, le fameux cas de Ängelholm en Scanie, en Suède du Sud, qui est une très belle région. S'il y a parmi vous des amateurs de l'inspecteur Wallander, soit dans les romans de Henkel, soit dans les feuilletons qui sont passés à la télé, vous avez une idée tout de suite de ce qu'est la Scanie. Donc là, le témoin, qui est un grand gaillard, champion de hockey, et qui est un amoureux des plantes et du miel, il fera fortune avec ça d'ailleurs par la suite, et qui a 20 ans à l'époque, voit apparaître dans une clairière qu'il connaît très bien en plus. Il est en vélo et il voit un objet environné d'une lueur rouge se poser. Il s'approche et il tombe sur cette scène. On est dans un cas qui va faire, dans une séquence qui va devenir assez classique, qu'on appelle le coup de la Pâque en fait. Apparemment, les êtres sont en train de réparer quelque chose sur l'objet. Apparemment, hein, je dis. Voilà. Et il y a celui qu'il appelle le gardien là devant. Ce sont des êtres qui sont à peu près comme nous, ils ont tous une espèce de bonnet-nom, une combinaison. Ils sont peut-être un peu plus petits, mais bon, en gros, ils nous ressemblent parfaitement. Et l'être va lui faire signe de ne pas approcher. Et vous voyez, il a une espèce d'appareil photo, comme on en trouvait, pensez au Rolleiflex hein, de l'époque, en 6.6. Le témoin appellera ça un appareil photo. Et à un moment, le témoin, qui est un grand gaillard, hein, qui fait 1m95, il fait un pas de plus, et l'autre déclenche l'appareil. Et là, c'est très intéressant, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que lui, il a un petit soubresaut, mais il n'est pas paralysé. Il a la lampe de poche dans sa poche, il entend un clic, c'est tout. Il se dit, bon là, il vaut mieux pas insister. Donc, il fait finalement demi-tour. Et comme il connaît bien le coin, il va revenir par derrière pour les prendre par surprise. Mais au moment où il arrive, l'engin décolle. Donc, c'est une des premières tentatives de paralysie effectuée à l'aide d'un objet, quel que soit cet objet. Ce sera plusieurs fois ce genre d'appareil qui ressemble à un appareil photo. Par la suite, ce sera ce qui se passe à Valençol. L'humanoïde sort une sorte de tube et va paralyser le témoin. Il y a d'autres choses. Je n'ai pas le temps de vous en parler, vous les trouverez dans le livre. Il va y avoir une sorte de contexte psychique. La nuit d'après, le témoin va se mettre à rêver ce qu'il appelle des rêves éveillés. Il en est parfaitement conscient. C'est pas une histoire de contact. Hein. Et il rêve éveillé et il sait qu'il rêve éveillé. Et c'est en relation avec ça. Il y a bien d'autres choses encore. L'aspect intéressant là-dedans, c'est que cet engin qui faisait 17 mètres de longueur, qui était vraiment très grand, a laissé des traces très importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, là on est en 46, hein. En 1960, il y a encore des gens qui louaient des monomoteurs pour survoler les traces et les photographier. C'est vous dire que l'engin, vous voyez, il y a une espèce d'empennage dessous là. Cet empennage a laissé des traces énormes dans la clairière. Vas-y, j'ai fait une reconstitution, voilà. Voilà la trace reconstituée, comme j'ai pas eu le droit de... Parce qu'il existe plein de photos, évidemment, mais c'est devenu impossible. Apparemment, on vous menace de procès, le machin, vous menez des photos. Donc j'ai fait un dessin, on n'en parle plus, j'ai fait un plan, et puis voilà. Vas-y, passe. Alors ça, c'est un truc qui est rigolo, voilà. Ce cas était tellement important. Ängelholm est une station balnéaire sur la Baltique, qui est très fréquentée, on fait des sports de plein air, etc. aujourd'hui encore, hein. Et la clairière existe toujours. Et la municipalité est tellement consciente de la chose qu'elle a fait cette statue en béton. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les vacanciers et les amoureux vont se faire photographier là-devant sans savoir ce que c'est exactement. C'est une reproduction du fameux objet. Alors cet objet était entouré ce qu'il a appelé une fontaine rouge, mais qui était presque matérielle. Là aussi, c'est une des premières fois où on voit ces espèces de lueurs bizarres qui sont une caractéristique du phénomène ovni. Dans 96% des cas, tout mélangé, hein, je ne parle pas des RF3, tous les cas, dans 96% des cas, vous avez une lumière qui apparaît quelque part, même de façon très limitée, mais toujours, c'est toujours associé. Ok, avance.
47 l'année suivante un Rareo. Alors je ne vais pas trop en parler de ce cas-là, qui est un cas extrêmement intéressant. C'est la première paralysie par rapport à un petit objet contenu à la ceinture. Le témoin, qui est un géologue amateur, fait une excursion en montagne. Ça se passe dans le Frioul. Je ne sais pas si vous voyez où c'est la partie nord-est de l'Italie, près de la frontière yougoslave et autrichienne. Donc c'est très montagneux. Et il tombe sur un objet. Alors, bon, je vais vous parler d'absurdité tout à l'heure, et j'en parlais avec Philippe Guillemant, chez qui j'étais ce week-end. Il voit un objet rouge planté dans un éboulis, comme ça, verticalement. Alors il s'avance vers cet objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Il voit ces deux petits êtres émerger de la forêt en dessous. D'abord, il les prend pour des scouts, et puis en s'approchant, il y en a un qui met la main à la ceinture, et il se retrouve paralysé, il part en arrière, mais il ne perd pas conscience, hein, quand même. Et son piolet, il le laisse tomber, il voit un des êtres récupérer le piolet, ensuite il se dirige vers l'objet. Petit détail qui n'a jamais été révélé pas révélé, pris en compte par personne, il dira: j'ai eu l'impression que l'engin, il rétrécissait légèrement. Et il est parti dans le ciel à une vitesse étourdissante. Alors le cas de Rareo est très connu en Italie. On va dire que 50% des ufologues italiens qui ont bien connu le gars et qui connaissent bien son fils aujourd'hui, son fils a toujours affirmé que son père, jusqu'à la fin de sa vie, avait dit ça. Bon, sont pour à 100%, et puis vous avez 50% d'autres qui disent: ah, ça paraît quand même un peu trop science-fiction, c'est quand même absurde, c'est bizarre. Donc ils sont plus froids, hein, pour ce cas. Mais moi je le trouve quand même très intéressant pour d'autres choses dont je ne vais pas vous entretenir ici, c'est pas la peine. Donc, vas-y, passe à la suivante. Oui, voilà un des êtres de Rareo dessiné par un ufologue brésilien en 1969, je crois, si je me souviens bien. Vas-y, passe. Vous verrez certains documents qu'on ne connaît pas. Voilà un autre cas survenu en Italie, je ne la fais pas longue dessus, mais c'est la première fois où on voit un ovni faire un point fixe, en quelque sorte, un faisceau lumineux descendre, et un être en scaphandre, donc descendre comme en lévitation dans ce faisceau lumineux, et dès qu'il voit les témoins, au nombre de 2, il remonte à toute vitesse dans l'objet qui démarre, à toute vitesse. Vas-y, avance. Voilà, ça c'est un excellent cas qui s'est déroulé à Emmer dans le Sauerland, donc en Allemagne. Le témoin est un berger qui voit un étrange nuage arriver dans son pré, et il voit cet appareil émerger. On peut dire que c'est une espèce de zeppelin, de cigare, fait comme ça. Et le témoin, gentiment, il va s'approcher du truc qui a l'air bien métallique, hein. Il met la main dessus, et puis il se prend une belle châtaigne, et il perd connaissance. Et quand il se réveille, il est à 60 mètres de l'objet, donc on l'a posé là, et il observe cette scène avec ces petits personnages. Peut-être qu'on s'approche un peu de Valençol, hein, là, parce que là, les êtres faisaient 1m10, ils avaient des cheveux, contrairement à Valençol, et ils avaient 2 bouteilles, on les voit devant, dans lesquelles ils respiraient par une espèce de masque. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils prélevaient de l'herbe grasse, toute banale, hein, qu'ils mettaient dans des conteneurs adaptés. Donc ce cas, cette séquence, on appelle ça en ufologie la collecte, ça va devenir une des séquences principales, comme si ces êtres-là étaient des espèces d'ingénieurs agronomes ou de géologues venus sur notre Terre prélever quelques éléments, quelques échantillons à des fins scientifiques. La collecte, c'est peut-être, si vous posez spontanément, amusez-vous, hein, vous posez spontanément la question à quelques personnes que vous connaissez qui s'intéressent à l'ufologie, demandez-leur d'après vous, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, qu'est-ce que disent les cas. Il y a de fortes chances qu'ils vous parlent de collecte, parce qu'ils ont beaucoup marqué le public, tout simplement. Hein. Ok, tu avances. Voilà, ça c'est un des très gros cas italiens, Abbiate Guazzone, en Lombardie, en avril 1950. Donc un objet énorme, hein, qui fait encore une fois 7-8 mètres. C'est la caractéristique de la phase d'accroche. Il y a des objets énormes qu'on ne voit plus aujourd'hui posés au sol, et ils laissent la plupart du temps des traces. Et l'interaction avec les témoins se fait souvent de façon parfois un peu violente. Hein. Donc il voit cette scène. Alors là on est dans le coup de la panne, puisqu'apparemment il y a une espèce de monte-charge là, et un des ailes paraît soudé. Donc on peut penser ça. Il voit la porte et l'échelle, il voit des espèces de manomètres à l'intérieur, et lui, qui est un ouvrier tout simple, hein, il s'approche, il pense, alors c'est intéressant la réflexion, il dit tiens, ça doit être un appareil américain, un appareil de l'OTAN, qui a un problème, donc je vais m'approcher pour leur demander s'ils ont besoin d'un coup de main. Moi-même, je suis soudeur, donc je peux les aider éventuellement.
Et quand il s'approche, vous avez cet être. Alors regardez ce qu'il a. Il a encore une fois le fameux appareil photo. Mais là, ce coup-ci, ça va marcher. C'est-à-dire que il va se prendre le flash et il va être. Il a dit j'ai été comme coupé en deux. Donc il est tombé et il y avait des roches par terre. Il s'est tapé la tête sur une roche. Il a commencé à saigner, mais il n'a pas perdu conscience. Ce qui fait qu'il a pu voir les êtres remballer à toute vitesse, mais dans un temps vraiment record. Il a vu l'objet décoller, et puis il est rentré par une balance chez lui, et l'histoire s'est sue. Ce qui fait que, il dira par la suite, la façon dont j'ai été traité, c'est la pire chose qui me soit arrivée de ma vie. Jamais j'aurais pu penser qu'on puisse me faire tout ça. On m'a traité de tous les noms, de tout. Il faut savoir que ce cas a laissé des traces imposantes parce que le terrain était détrempé, et que, vous savez, quand vous soudez à l'arc, vous avez des résidus qui tombent. On a effectivement retrouvé des résidus très bizarres qui ont été analysés par un laboratoire italien. Ça fait partie des rares cas, il y en a une dizaine dans le monde, où des résidus micro ou un peu plus que micro ont été retrouvés. Et là, on a trouvé qu'il s'agissait d'un bronze d'airain, donc d'un bronze un peu particulier, anti-frottement, caractéristique un peu particulière. Donc quelque chose qu'on pourrait peut-être considérer comme absurde aussi. Voilà. Donc ça c'est l'affaire d'Abbiate et Guazzon qu'on a oublié aujourd'hui, et pourtant c'est un des gros cas italiens. Il y a une douzaine de gros cas italiens, plus qu'en France. Vas-y, passe à la suivante. Voilà, alors ça c'est un cas auquel je tiens beaucoup, puisque c'est moi qui l'ai enquêté et révélé. En juillet 1951, à Beau-Soleil, je rappelle c'est une toute petite ville qui est collée à Monaco, un peu plus haut. Trois témoins descendent, dont un policier, ses trois amis dans la ville droite, descendent. Donc il y a un couple qui est électricien et elle, femme au foyer, et l'autre est policier. Ils descendent vers la place des Martyrs parce qu'il y a une représentation théâtrale itinérante. Et tout d'un coup, il voit, en arrivant par derrière, il voit ce truc-là. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est ce machin-là? Ils ont fait des festivités, c'est un ballon, c'est un truc transparent, c'est quelque chose. Bon. Et en s'approchant, ils se disent, oh là là, mais c'est quelque chose qui ne va pas là. Alors, on a affaire à un œuf entièrement transparent, où on ne voit aucun appareil de propulsion, donc totalement absurde, évidemment, et deux êtres, dont il voit surtout bien le premier, petit, avec une sorte de calotte sur la tête, peut-être une écharpe ou une sorte de barbe pour le premier. La combinaison était assez claire. Et là, ils se sont approchés assez près. Hein. L'appareil était plus haut que le plafond, hein, mais il était à, on va dire, à 4 mètres à peu près de hauteur. Hein, et il devait faire à peu près 3-4 mètres de longueur. Et là, ils ont compris vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc, ils se sont mis à hurler pour appeler le public qui n'était pas loin. Et à ce moment-là, l'appareil est parti avec un très léger sifflement à peine perceptible. Il a disparu derrière la maison et il a filé à toute vitesse. Et personne n'a rien vu à part les trois. Là. Ils se sont fait insulter d'ailleurs pour avoir crié et interrompu. Donc, je vous passe sur les éléments symboliques du cas. C'est un cas très intéressant. C'est un des premiers cas qui apparaît où on a affaire à ce que un ufologue français, mais qui est beaucoup plus que ça, qui s'appelle Bertrand Meneuse, va appeler l'effet vitrine. Là, on est dans une représentation d'effet vitrine. Il y a des effets vitrines de type 1 et de type 2. 1, c'est vu en l'air. Là, on est 1. Effet vitrine de type 1. Mais l'appareil peut être posé au sol, c'est un effet vitrine de type 2. L'effet vitrine se définit ainsi. L'appareil est soit intégralement transparent, comme c'est le cas ici, soit moitié transparent, c'est-à-dire qu'il y aurait une coque en dessous et une cockpit ferait le reste, il ferait 50%. Ces cas sont très nombreux. Et vous avez également des cas où l'appareil, par exemple, est métallique, mais il y a une énorme baie vitrée qui vous permet de voir les gens. Alors ces cas sont extrêmement dérangeants, totalement absurdes si on veut d'un certain point de vue, mais toujours d'une autre, attention, et ils sont très dérangeants. Pourquoi sont-ils très dérangeants? Parce qu'ils vont, évidemment, ils ne collent pas tout à fait avec la théorie qu'on a émise au début, totalement anthropocentrique, qui est que des extraterrestres viennent nous voir sur des vaisseaux tolets-boulons qui ressemblent à nos propres fusées et à nos avions. Alors, c'est pas le problème que ce soit extraterrestre qui est troublant, parce que ça peut parfaitement l'être. C'est que ça s'inscrit un peu en contre cette idée de vaisseaux métalliques, boulonnés, comme nos avions, nos fusées, nos trains, nos bateaux, etc. Hein. On a fait des identifications par rapport à ce qu'on avait dans notre environnement, ce qui est tout à fait normal. Hein. L'anthropocentrisme il ne faut pas être péjoratif par rapport à ça.
l'ethnocentrisme, c'est différent. Mais l'anthropocentrisme, dans des cas pareils, on ne peut pas faire autrement. Vas-y, passe. Voilà, alors on arrive à la fameuse vague de 1954, qui a été la plus grande vague mondiale jamais enregistrée de désapparition humanoïde. Il se trouve qu'elle a touché la France, mais les Français s'imaginent qu'elle a touché que la France, c'est faux. Elle était tellement puissante qu'elle a irradié un peu tout autour. Il y a eu 20 cas en Italie. Alors, on a isolé aujourd'hui 90 cas. Parce qu'il y en a qui ne cessent pas d'apparaître. Encore aujourd'hui, il y a des témoins qui parlent aujourd'hui, qui n'ont pas parlé à l'époque. Donc on est à 90 cas recensés. Il y en a eu 20 en Italie, il y en a eu en Afrique du Nord, il y en a eu quelques-uns en Angleterre. Ça a touché les alentours aussi, mais c'est la France qui est en particulier touchée. J'ai pris ce cas-là parce qu'il est intéressant, parce que le témoin a vu cet objet dans le champ de maïs, il y a un cimetière derrière où se trouvait son mari, il a vu cet être, elle a vu cet être, elle a fait une crise de nerfs, l'être s'est enfui tout de suite, hein, il est reparti tout de suite et l'objet a décollé presque instantanément. Plusieurs témoins ont entendu l'objet, il y avait un léger bourdonnement et on a trouvé des traces. Il y avait des arbres, des branches d'arbres cassées, il y avait une trace dans le champ de maïs, qui a été photographiée d'ailleurs par un journal local, et elle a piqué une belle crise de nerfs, il a fallu l'amener à une fermoisie et on lui a donné de l'alcool. Bon, mon ami Michel Figuet l'a retrouvé en 1975, plus âgé évidemment, et elle lui a parlé, elle lui a dit des choses intéressantes. Enfin, vous verrez dans le... ça vous intéresse plus, mais c'est un des bons cas de la vague de 54, hein, disons. Il y en a quand même des meilleurs que d'autres. Vas-y, la suite. Alors voilà un cas en Afrique du Nord. Par exemple, le témoin, un paysan italien, on est en Libye, mais qui était sous colonie italienne encore, voit apparaître ce très étrange objet, qui est tricite, soit dit en passant. Il y a deux roues devant, une roue derrière. Et la deuxième roue au-dessus, ça pivote pour changer la roue. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu droit à une démonstration où la roue arrière s'est inversée. Comme si elle était crevée, par exemple. Et j'ai toujours fait remarquer, moi, que cet objet qui était petit, où il y avait 6 êtres qui paraissaient très occupés dedans, sur des tableaux de bord, on est dans un effet vitrine, hein, de type 2, faisait penser quand même à une voiture. S'il y a certains amoureux de l'automobile et qui connaissent un peu l'histoire de l'automobile parmi vous, peut-être penserez-vous à une certaine voiture qui passait pour la voiture du futur à l'époque, c'était en 50, l'Isetta, italienne. Ça ressemble à une Isetta qui effectivement était tricite. Oui, et qui était effectivement tricite. La question se pose à partir de ce cas-là, est-ce qu'il y aurait un effet mimétique dans cette histoire? Est-ce qu'il y aurait un effet de miroir? Certains ufologues l'ont repéré, cet effet de miroir, comme moi d'ailleurs. Il faut savoir que le témoin s'est approché et a touché le métal, hein, de l'objet. Il s'est pris une belle châtaigne, encore une fois, mais il n'a pas perdu conscience. Et qu'il y a un des gars qui était très occupé, là, qui s'occupait pas de lui, il l'a regardé comme ça, il lui a fait signe, tu t'approches pas. Finalement, l'objet est parti, il a laissé des traces, la police a constaté des traces, il y a des traces de pneus le lendemain. Voilà. Un cas très bizarre et très absurde, hein, entre nous soyons. Voilà. Suivant. Voilà, j'en viens à ce dont on avait parlé avec Isabelle. C'est le cas italien le plus, oui, peut-être le plus connu, c'est le cas de Rosalotte qui s'est passé à Cennina. Alors Cennina, je connais bien l'endroit, hein. J'y suis allé. C'est au sud-est de la Toscane. Ça appartient administrativement encore à la Toscane, mais c'est plutôt en Ombrie. C'est une région de forêt et de culture extrêmement rurale. Alors à l'époque, c'était rural à un point qui est difficilement imaginable aujourd'hui. Par exemple, on a retrouvé le témoin en 75. En 75, tenez-vous bien, il n'y avait toujours pas de télévision dans le coin, dans la région, et les journaux n'arrivaient toujours pas. En 64, hein. En 54, je ne vous dis pas. Donc on est dans un environnement exclusivement rural, assez, pas arriéré, on ne peut pas dire ça, mais assez isolé, si vous voulez. Voilà. Alors il y avait une chose extraordinaire à l'époque, c'était que depuis un mois ou deux, ils tentaient de mettre une ligne électrique. Donc ils avaient vu apparaître un ou deux camions avec un ou deux compresseurs, et évidemment c'était le centre d'intérêt généralisé. Alors, le cas Rosalotti, je vous le résume, il y a eu beaucoup de choses écrites dessus, souvent fausses. Il est mondialement connu parce qu'un journaliste italien est venu de la Domenica del Corriere, et ils ont fait un dessin qui a immortalisé à jamais le cas. Je vais vous montrer après ce dessin.
On a prétendu qu'elle était pieds nus, enfin c'est cette femme qui était très religieuse, on est le 1er novembre 54 en Italie, c'est-à-dire Léonie-Sainte, la fête de tous les saints. Donc elle tenait absolument à 8h du matin à être à l'église de Cennina, qui est un tout petit village, entre guillemets, c'est plutôt un hameau, situé sur une butte, comme c'est souvent le cas, avec l'église en haut. Donc elle part à 7h du matin de chez elle, et comme elle voulait être bien habillée, et comme il avait plu la veille, elle avait chaussé des bottes en caoutchouc, elle avait pris ses souliers dans un sac qu'elle avait mis au bras, avec l'idée de changer sur le parvis de l'église, d'enlever les bottes et de mettre les souliers. Et, chose extraordinaire, son trésor, c'est qu'elle avait 2 bas. Ce qui était très très rare à l'époque, c'est les Américains qui ont fait connaître ça. Et à l'époque, on s'arrachait les bas, en 45-46. Et en 54 encore dans la région. Donc elle avait le bas, et elle avait également un bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli, il n'y avait que ça, dans la forêt, pour le mettre sur l'autel. Bon, elle va, il y avait une bonne marche à pied, elle va vers l'église, elle passe dans la forêt, et dans une espèce de petite clairière, elle tombe sur cette scène. Donc le dessin que j'ai fait là, vous verrez un autre dessin après, fait par Photoshop. En vérité, quand j'ai bien regardé ce qu'elle avait dit, je pense que c'était plus une toupie. Le problème, c'est qu'elle a parlé d'un... Comment on appelait ça? Vous savez, sur les bars, vous avez vu ça, les anciens bars, café-bars, il y avait ça porte un nom. Une carotte. Oui, c'est une carotte de bar. Ça a cette forme, et c'est souvent allumé en orange. Hein. Bon. Alors l'objet était plutôt dans les couleurs rouges, donc ça l'a fait penser à ça. Elle a dit ça, et ça a donné ce dessin. En réalité, quand elle donne un peu les dimensions apparentes, c'est plus une topie quand même, c'est plus large. Hein. Et la porte était ouverte, et elle a vu ces 2 petits êtres, mais alors vraiment petits. Elle dira, quand on l'a retrouvé en 76, elle dira, ils étaient comme mes petits-enfants, je suis pas sûr qu'ils faisaient 1 mètre de haut. Donc, ces 2 êtres assez bizarres, avec une combinaison de couleur cuir, avec des espèces de lumière ici sur l'avant-bras, avec une espèce de calotte sur la tête, arrive et lui parle une langue qu'elle ne comprend absolument pas. Elle ne comprend pas ce à quoi elle a affaire. Elle s'est dit, est-ce que c'est les ouvriers qu'on a vus, mais pourquoi des nains? C'est peut-être leurs enfants, qu'est-ce que c'est? Bon. Et alors, il lui parle, et puis à un moment, il y en a un qui s'empare, tout en riant, hein, en plus, il s'empare d'un des bas, il lui pique le bouquet, et il lui pique un des 2 bas. Alors là, le bouquet, elle s'en fichait parce qu'elle pouvait trouver des fleurs partout, c'était pas un problème, elle le refaisait tout de suite. En revanche, le bas, non. Donc elle a discuté pendant un bon moment, hein, en 76, elle a dit, mais je crois que ça a duré quand même une dizaine de minutes, hein, cette histoire. Mais il n'y avait rien à faire, il me regardait toujours en riant, il parlait, je ne comprenais pas, une langue assez chantante. Finalement, j'ai compris que je ne reverrais jamais mes bas, j'ai tourné le dos et je suis parti. Bon. Et ça a disparu très vite, et voilà. Et quand elle est arrivée sur le parvis de l'église, elle a raconté son histoire au curé. Et lui, en riant, lui a dit, hey belle, visti martiani, hein? Eh ben, c'est des martiens que tu as vus. C'est la première fois qu'elle entendait ça. Et c'est comme ça que l'histoire est partie. Parce que pour elle, tout ça était incompréhensible. Voilà. Alors, le cas a fait rire tout le monde. On dit, oui, c'est une espèce de lutin, de folklore, c'est n'importe quoi, etc. Bon. Évidemment, le journaliste, il a fait faire le dessin, il a un peu enregistré son témoignage, mais il n'aurait pas eu la curiosité d'aller dans la clairière, parce qu'il y avait des traces. Les traces n'ont pas été photographiées, donc et l'histoire a été oubliée. Jusqu'en 76, où 2 ufologues italiens ont fait leur boulot, c'est-à-dire ils ont été sur place, ils l'ont retrouvée, ça n'a pas été facile, parce qu'elle avait changé de nom, elle s'était mariée entre-temps, et ils l'ont interviewée, et ils ont fait ce que tout ufologue aurait dû faire, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu comme les flics, hein, ils ont fait une enquête de voisinage, et ils se sont aperçus qu'elle n'était pas seule. Il y avait 2 gamins plus loin qui gardaient les moutons à cette heure-là du matin, et qu'ils ont vu l'objet, qu'ils l'ont dessiné, ils l'appelaient le monstre, ils l'ont dessiné à l'école le lendemain, et que 2 agriculteurs qui travaillaient dans leur serre à 7h30 du matin ont vu un objet rouge décoller, se mettre comme ça et partir dans le ciel. Du coup, le cas a pris une toute autre ampleur, parce que là, il y avait 4 témoins adjacents, on va dire, adjacents. 2 témoins directs et 2 autres témoins adjacents. Bon, voilà. Pour toutes ces raisons, Cennina, on en parle encore aujourd'hui. Je connais bien la région, qui est une région, oui, très 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 agricole, très rurale, hein, c'est très particulier.
c'est une région où vous avez intérêt, pas à raconter des histoires comme ça, hein, parce que tout marche sur la solidarité et les réputations, elles sont vite faites. Hein. Donc, et vous ne survivez dans un milieu aussi hostile, je parle des années 50, que par l'entraide entre tous. Hein, tout se tient. Hein. Donc ce cas fait vraiment partie des gros cas italiens. Vas-y, passe. Voilà le fameux dessin de première page hein, de la Domenica del Corriere qui a littéralement fait connaître le cas dans le monde entier. Il fait rire beaucoup de monde, évidemment, puisqu'on était ici dans des farces de diablotins, de lutins, de tout ce que vous voulez. Vas-y, avance. Alors ça, ces documents, vous ne les connaissez pas. C'est elle, en 76. C'est une des rares photos dont on dispose. Elle montre l'endroit où ça s'est passé. C'est Rosa Lotti, qui était devenue Rosa Daniel à l'époque. Vas-y, je ne sais pas si j'ai la photo du lieu. Oui, voilà le lieu où ça s'est passé. Elle a été photographiée aussi. Elle a amené les enquêteurs sur le lieu. Elle était toujours dans le coin. Elle n'habitait pas au même endroit, mais elle était toujours dans le coin. Voilà, donc ça, c'est un des gros cas italiens. Je vous dis, j'ai travaillé sur l'Italie, je vais sortir un bouquin. Au départ, c'était un catalogue raisonné, ce n'était pas un livre. Et puis le Garpent, qui est la grosse association du Québec, a absolument tenu à le publier. Donc je redonnais mon accord, j'ai fait quelques dessins en plus. Ils l'ont publié le mois dernier, avec un an et demi de retard. Voilà, ça c'est un dessin que j'ai fait par Photoshop, ça avait cette couleur hein, à peu près. Mais je pense que ça ressemblait plus à une toupie. Il y avait 2 hublots sur les côtés. Et dedans, elle a eu le temps de voir 2 petits sièges et une espèce de bric-à-brac technologique, mais qui ressemble un peu aux avions de l'époque. Quand même. Bon, voilà, ce cas n'a jamais été élucidé, personne n'a jamais pu le réduire. Le terme de réduction est un terme très important, il faut travailler dessus en ufologie pour comprendre ce qui se passe. Parce que je définis l'ufologue comme quelqu'un de non systématiquement réducteur. Suivant. Voilà un autre cas. Alors là, on a quelque chose de particulier, c'est un vol de lapin. Un objet a atterri près d'un clapier, ils sont rentrés dans le clapier, ils ont volé tous les lapins, le gars est sorti avec le fusil, donc voilà, il a vu le canon, et au moment de tirer, il s'est retrouvé paralysé, il n'a pas pu tirer, et finalement, ils sont rentrés avec tous les lapins dans l'objet qui a fichu le camp, et là, il a retrouvé sa motricité, il a tiré, mais l'objet était loin. Bon, c'est un cas rigolo, hein, aussi. C'est le cas de 54 en Italie, mais ça évoque un petit peu un effet connexe, un domaine connexe de l'ufologie et de ces apparitions qu'on appelle les mutilations animales, qui touchent les animaux. Voilà. Je l'ai mis pour ça d'ailleurs, hein, dedans. Celui-là, il est dans le livre, le dessin est dans le livre italien, pas dans l'autre. Je l'ai même pas retenu. Suivant, on avance. Voilà un autre cas italien de cette époque, c'est un curé qui a été témoin. Et c'est passé très près de lui. Hein. On est dans un effet vitrine, hein, évidemment. Donc un des êtres rigolait et l'autre s'activait aux manettes. C'était une espèce de ballon dirigeable, apparemment cuivré. Et le curé n'est jamais revenu sur ce qu'il avait dit. Et il a dit, oh, c'était de bonnes personnes, finalement, elle m'a sauvé. Ah non, mais des fois, c'est assez folklorique. Suivant. Alors voilà, là, on est en 58, toujours en Suède. Ça, c'est un cas intéressant, je vais aller vite. Le témoin a poursuivi l'être, qui était venu le chercher à la fenêtre de sa maison. Le témoin a capté tout de suite. Hein. Il a dit là, quelque chose qui ne va pas. Mais on est en 58. On a déjà parlé non pas d'ovnis, mais de soucoupes volantes, d'histoire de martiens. Donc, le type a compris. Il a mis ses chaussures, et il s'est mis à courir après. L'être courait à une vitesse, il a dit, extraordinaire. Il y avait une échelle, il est remonté à une vitesse anormale par l'échelle, et le témoin s'est retrouvé complètement paralysé en bordure du champ. L'objet a décollé, il a retrouvé sa motricité, et il y avait des traces. Donc c'est un cas suédois assez fort, celui-là. Suivant. Ah, oui, alors ça, il a été rajouté, là, il y a une semaine. Il y a une dame, lors de ma conférence à Paris, j'ai été approché par quelqu'un qui m'a dit, mais vous savez, ma grand-mère, en 55, il est arrivé, elle a fait une observation, elle a été tellement secouée qu'elle n'a même pas osé en parler à son mari. Et sentant sa fin venir, dans les années 90, elle a appelé sa fille et ses 2 petits-enfants pour leur raconter l'histoire. Et c'est un des 2 petits-enfants donc, qui m'a raconté l'histoire. J'ai communiqué avec lui sans arrêt, j'ai fait le dessin. Et je lui ai fait corriger, enfin, c'est moi qui ai corrigé le dessin, il me dit non, tu plates, comme ça, comme ça. Donc voilà. Donc cette dame était allée aux toilettes à minuit. Et les toilettes se trouvaient, comme c'était souvent le cas à la campagne, dehors, du cabanon. Et en sortant, elle voit cet objet assez plat, posé, avec de fortes lumières. Derrière, il y a une forêt qui s'étendait à l'infini. C'est en région parisienne, Claire Suisse. Et il y avait 2 êtres, d'une taille moyenne,
très très minces, et qui avaient des beaux comme des dieux. Elle a dit, ils étaient chauves, mais ils étaient d'une beauté incroyable, et ils avaient des espèces de lumières dans la main, chacun, donc il y avait 4 lumières, et ils semblaient chercher quelque chose autour. J'ai regardé ça un bon moment, et puis je suis parti parce que j'ai commencé à avoir peur. Voilà. Et elle n'a jamais voulu parler de son observation. Donc c'est la première fois que vous voyez ça, je viens de le faire, plus récent. Voilà. Chesui, juillet 55. Vas-y. Voilà, alors ça c'est un cas que j'aime beaucoup aussi, c'est un effet vitrine de type 2, hein. De type 1, pardon. Ça, on est en 59 à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Comme on a contre-enquêté en 76, on a retrouvé le témoin et les enfants, parce qu'ils étaient 4. L'observation a duré 10 minutes. L'objet est venu se stabiliser au-dessus du témoin qui étendait son linge, et il y avait des êtres là. Alors je vous passe les détails parce qu'on est encore dans une absurdité dont vous pouvez difficilement imaginer, parce qu'ils étaient tous habillés comme des officiers de bateau, tu sais, sur les paquebots. Et bon, enfin moi j'ai appelé ce cas la croisière s'amuse, parce qu'en fait le témoin a eu l'impression qu'il se fichait d'elle. Il était très beau, hein, mais j'ai eu l'impression qu'il me prenait pour... voilà. Et au moment où elle a appelé son mari, l'objet est parti à toute vitesse. Elle ne sait pas comment il est arrivé, mais il est parti à une vitesse absolument incroyable. Il était assez grand, hein, l'objet. Voilà. On peut l'appeler le sous-marin volant aussi, il fait penser un peu au Nautilus. Bon, un cas intéressant. Alors ça aussi, c'est un cas un peu hors norme, c'est en 62, aux États-Unis. C'est la femme qui courut après un ovni. Les gens étaient en vacances, il y avait un ponton sur un lac, et à un moment, ils ont vu un objet posé sur le ponton, et la mère, on ne sait pas pourquoi, a été prise d'une impulsion. Elle s'est mise à courir sur le ponton pour aller vers l'ovni. Et on voit la fille qui lui court après derrière pour essayer de la contenir, quoi. Et la mère n'a jamais pu expliquer son geste, hein. Et l'objet a décollé à ce moment-là. Alors, en quoi ce cas est intéressant? Chaque cas porte une information particulière. Il est important pour 2 raisons. La première, c'est la réaction de la mère, évidemment, qui est prise de cette impulsion et qui court vers l'objet, alors qu'en général, c'est plutôt le contraire, hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la famille, quand elle allait vers ce lac pour les vacances, a observé un énorme objet 10 jours avant qui est passé au-dessus de la voiture. Donc, on a un lien de cause à effet, si vous voulez. Il semble qu'il y ait un lien entre cette première observation et le fait qu'après, un objet se soit posé au bout du ponton par rapport au bungalow qu'elles habitaient pour les vacances. C'est ce qui est intéressant dans ce cas. Je vous l'ai dit, chaque cas porte une information particulière. Ceci, on va le retrouver assez souvent, hein, tout ça. Après, ça va se multiplier. Vas-y. Voilà, un cas qui se serait passé dans une cour intérieure d'usine dans la région de Milan. Le témoin a été paralysé et on est dans le coup de la panne, puisqu'il y avait un être qui paraissait chercher ou cacher quelque chose dessous. On est dans le coup de la panne, hein, ça c'est sûr. Voilà. C'est un cas intéressant. Suivant, je vais assez vite hein, pour gagner du temps. Un cas très intéressant, très étrange qui s'est déroulé dans cette extraordinaire forêt de comment elle s'appelle, Oiabașu, en Roumanie, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une forêt où il se passe beaucoup de choses et où les arbres ont cette forme-là. Ils sont comme ça, complètement courbés, et la racine est comme ça, et toute la forêt est comme ça, je ne sais pas trop pourquoi. Vous regardez sur internet Oiabașu, vous allez avoir des tonnes de photos, mais elles sont vraiment, vraiment étranges. Et ce cas a été observé par 2 scientifiques en 68. Bon, tout le cas est très, très, très étrange. Il faut savoir que ces cas sont toujours à la marge aussi, alors je ne peux pas développer trop ça. Mais vous pouvez toujours trouver, en cherchant bien, une explication qui pourrait expliquer à la limite, voilà. Mais quand vous regardez un peu, ça marche pas trop quand même. Il y a un aspect mimétique dans ce phénomène qui lui permet de rester à la marge aussi. Ok, on avance. Ça, c'est le plus gros cas espagnol, Ponteros, en province de Santander, 69. Là, j'ai montré 4 témoins, en fait, il y en a eu une vingtaine. Ça a duré plus d'1 heure. Et l'objet qui sortait d'une espèce de brume, on aurait dit une brume artificiellement créée. On est dans un effet vitrine encore, hein, parce que, regardez, on dirait une pièce de théâtre, un peu, avec des murs comme ça, et les êtres avançaient d'une manière très mécanique, comme s'ils se livraient une sorte de démonstration un peu incompréhensible, ou en rapport avec les témoins peut-être, mais c'est très très difficile à interpréter. En tout cas, vu le nombre de témoins, vu l'enquêteur qui s'en est occupé, qui est l'enquêteur le plus capé au niveau mondial, hein, Juan Ballester Olmos, je communique parfois avec lui, il est toujours en activité en plus. C'est vraiment un cas espagnol fort. Ok. Alors, il faut savoir que la phase d'accroche dont je vous ai parlé tout à l'heure
se termine vers 1960 à peu près. Hein. Elle se termine par un événement que tous les ufologues du monde ont observé sur le plan statistique. Le phénomène jusque-là, disons qu'il y avait un relatif équilibre entre le diurne et le nocturne. Bon, il était majoritairement nocturne hein, quand même, mais c'était assez bien contrebalancé, il y avait beaucoup de cas diurnes. À partir de 60, le déséquilibre s'accentue, l'OVNI devient de la nuit. Il y a encore des cas en plein jour, il y en a hein, encore aujourd'hui, mais à 80% ce sont des cas nocturnes. Et ça, cette observation, c'est à partir de 60, et pour moi, ça marque la fin de la phase d'accroche. On va rentrer dans une autre phase avec des cas qui vont beaucoup faire parler d'eux, jusqu'à arriver à la décennie 70-80, qui est l'âge d'or, comme disent certains de l'ufologie. Là, on est dans une phase de renforcement. C'est-à-dire là, vraiment, on va taper sur la table et on va appuyer. Tous les pays ont quelques cas très forts. La plupart appartiennent à cette période dorée des années 70-80. Ça, c'est un cas qui s'est déroulé au Canada, qui est amusant, qui est gentil. De l'infirmière à 5 h du matin ouvre les rideaux de la chambre d'un patient et puis elle se trouve face à ça. Un des êtres fait semblant, enfin genre, on est vraiment dans une situation, il tape sur l'épaule de l'autre et lui dit une infirmière à travers la vitre et l'autre il oriente légèrement le petit vaisseau, la petite navette pour lui faire voir l'intérieur. C'est gentil comme tout. Mais on est dans un effet vitrine. On est dans un effet vitrine et ça oblige à certaines interprétations, ça. Elle va appeler ses copines qui vont arriver en courant, l'objet va partir à toute vitesse, mais elles auront le temps de voir l'objet. Pareil, la veille, ce même objet a été vu, il a fallu provoquer un accident dans la rade de Vancouver en tapant dans un voilier. Donc l'objet était là au moins pendant 2 jours. Voilà, et ça c'est le point d'ordre. Je voudrais vous parler de l'analyse que l'on peut faire de tout ça, très rapidement évidemment. Alors, deux éléments statistiques que je vais vous donner pour information, hein, parce que je trouve qu'ils sont importants. D'abord, le public imagine, et même certains ufologues, imaginent souvent que ces cas sont toujours le fait d'un témoin seul, isolé et seul. C'est faux. Les résultats statistiques sont les mêmes sur toute la planète. Il y a toujours au moins un tiers de témoins multiples. 2, 3, 4, 5, toujours. Ça varie entre 30 et 35, en moyenne 33. Que vous fassiez la statistique en France, en zone, sur l'Europe, en Amérique du Nord ou mondialement, vous êtes toujours au moins un tiers de témoins multiples. Ce qui est important, évidemment, parce que quelle est la réaction habituelle des sceptiques par rapport à ça? C'est des hallucinations. C'est beaucoup plus difficile de prétendre que quelqu'un a eu une hallucination quand on parle d'hallucination collective. Là, c'est un concept qui n'a pas de soubassement scientifique à ça. On peut confondre si on voit le soleil sortir, voilà, on est d'accord. Mais des trucs aussi compliqués, non. Trois personnes qui vous racontent une séquence complexe, ça n'existe pas. Donc, c'est important. Il y a également un certain nombre de témoins adjacents. Entendons par là un témoin qui se situe beaucoup plus loin et qui a vu la lueur, qui a entendu un bruit, qui a vu l'objet décoller. Donc, il n'a pas assisté à l'intégralité de la scène, mais il est adjacent. Donc, si on rajoute les témoins adjacents, on est à 40%. Voilà. Donc, il faut l'avoir en tête, ça. Toujours quand on veut discuter, c'est argumentaire. Deuxième chose, la question des traces. Alors là, c'est plus complexe. Il y a à peu près 13% de traces. Seulement, il y a... Alors, on pourrait faire monter ce taux facile. Hein. Il suffit d'enlever de la liste tous les cas où l'objet n'a pas touché le sol. Donc, n'a pas laissé de traces. Donc, du coup, le taux, il monte à 33% aussi. Mais, il y a 2 sortes de traces sur l'environnement. Il y a les traces vérifiées et les traces avérées. C'est pas la même chose. Le témoin, il vient vous parler 5 ans après, il vous dit, voilà, il m'est arrivé ça à telle époque. Ah, j'ai vu, il y avait des traces. Hein. Je dis, mais vous avez photographié les traces, vous avez fait un plan? Ah non. Donc c'est une trace alléguée. Personne n'a vérifié. Et personne ne peut vérifier. Il y a plus une trace vérifiée, c'est comme à la Côte-sur-Loup ou à Valençol. Il y a un service qui est venu, on a fait des photos, on a fait des relevés, des analyses éventuellement. C'est une trace vérifiée. Hein. Il y a plus de traces alléguées que vérifiées. Il faut le dire. Donc, personnellement, j'en reste à 13%. C'est un taux moyen de traces. Voilà, il faut le savoir. D'ailleurs, il y a un test très simple. Hein, si vous êtes intéressé à l'ufologie, quelle est la dernière grande trace française dont vous avez entendu parler? Ça vous parle? Pour les RR3, oui. Mais pour des atterrissages? Ah si, c'est dans le sud. France-en-Provence, en 82. Ouais. Voilà.
Il faut savoir aussi que les traces diminuent sur le temps. Il y en avait beaucoup en 54, pas mal encore en 60, il y en avait un peu en 70-80, et à partir de là, ça a commencé, il y a moins de traces aujourd'hui. C'est vrai. Et les appareils sont moins gros et il y a moins de traces. Donc j'en reste à la phase. On a vu qu'il y avait une phase d'imprégnation, une phase d'accroche, une phase de renforcement. À partir des années 80-85, on va assister à une quatrième phase, ça tombe bien, on va appeler ça des RR4. C'est les fameuses abductions qui vont partir d'Amérique du Nord et ensuite faire tache-d'huile dans le monde entier. Et on est, je pense, rentré depuis les années 2000 dans une cinquième phase. Bon, alors, c'est que le phénomène ne se cache même plus d'être conscientiel. Jusqu'à présent, il s'en masquait, plus ou moins. Il laissait passer des trucs, mais il s'en masquait. Aujourd'hui, il s'en cache plus. Le rapport Fouy dont je parlais tout à l'heure, qui vient de sortir, là, qui a été fait aux États-Unis, est édifiant, hein, puisque 80% des témoins qui ont eu affaire à ces entités se sont aperçus toutes seules que leur conscience s'était délocalisée pendant l'événement. Et l'échange était de conscience à conscience, il était télépathique. Si ça, c'est pas du conscientiel, je sais plus ce que c'est. Et le phénomène ne se cache plus. Jusqu'à la fin des années 70 et en partie dans les années 80, il se cache encore. Parce qu'il faut quand même bien comprendre, quand on parle d'abduction de R4, bien comprendre sur le plan ufologique, du travail ufologique, la différence. Dans ce genre de cas, vous faites une enquête, c'est-à-dire que le témoin accepte de vous parler, vous allez chez lui, vous prenez le café, il vous raconte son histoire, vous lui faites répéter, vous faites préciser tous les détails, et s'il accepte, vous allez avec lui sur là où ça s'est passé, faire la reconstitution. Ensuite, vous voyez si quelqu'un n'a pas vu quelque chose autour, ouais, vous faites une enquête. Avec les R4, c'est fini. Parce que le témoin, il circulait de nuit sur une route, il a vu un objet passer au-dessus, il s'est retrouvé 1h30 après sur le côté avec sa voiture. Point. Il y a un vide d'1h30. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à avoir des cauchemars récurrents, il commence à... Bon, quelquefois, il va avoir un psychothérapeute. Alors, il faut voir sur qui il tombe, s'il est compétent ou pas. Le psychothérapeute, parfois, opère une régression hypnotique, et c'est là que ce qu'on appelle une RR4 apparaît. Mais l'enquête dans cette histoire, elle a carrément disparu. Donc on se trouve en présence d'un paradoxe qui fait qu'apparemment le phénomène semble se rapprocher de nous jusqu'à rentrer dans l'intime quand même, mais qu'on n'a plus aucune préhension sur lui. C'est fini. Ça, c'est les années 80, 90 jusqu'à 2000. À partir de 2000, il y a moins d'adduction, on le sait statistiquement aujourd'hui. Il y a un contact direct apparemment avec ces entités et elles ne se cachent plus de la dimension conscientielle de ce rapport. Voilà. C'est pour ça que je parle de phase 5, ça doit commencer aux alentours de 2000 à peu près. Hein. Voilà. Alors ensuite, sur le plan de l'analyse, maintenant, je vais très vite, je pourrais parler d'autres statistiques qui sont très intéressantes, mais bon. Sur le plan de l'analyse, pour analyser ces cas, vous pouvez le lire, vous en avez tous lu, je suppose, hein, quelques-uns. Vous pouvez les lire comme ça, mais en bonne méthodologie et artificiellement, il faut les séquencer, il faut les couper en trois. Vous avez le début, la façon dont ça commence, ce qu'on a négligé pendant des décennies. Hein. Ça nous est arrivé par hasard. On m'a dit un témoin, j'ai pas eu de bol. Je prends le virage, je prends la ligne droite en pleine nuit à 2h du matin, et je vois ce truc sur la route, enfin à côté de la route, j'ai pensé qu'un camion brûlait. Bon, je suis arrivé dessus, c'était pas ça. Hein. Il m'a dit, j'ai pas eu de bol. Hein. Donc, j'ai pas eu de chance. Donc, la chance, c'est-à-dire le hasard, et derrière ces manifestations. Grossière erreur. Donc, on ne s'est pas occupé du début. On n'a jamais fait attention au début. Il y a la séquence proprement dite, et vous avez la fin. La fin, c'est la caractéristique centrale la plus puissante du phénomène ovni, j'ai nommé l'élusivité. Alors, je vais vous définir ce terme, parce que des fois on ne comprend pas. L'élusivité, c'est la fuite systématique du phénomène, ce qui n'est pas anormal, hein, nécessairement. Pourquoi pas? Jamais prise en défaut, c'est là que le bas blesse. Jamais prise en défaut. Statistiquement parlant, sur le plan des probabilités, il devrait de temps en temps y avoir de grains de sable dans la mécanique. Ça ne devrait pas se passer comme ça. On devrait avoir beaucoup d'autres choses, mais ça n'arrive jamais.
l'élusivité est la caractéristique centrale de ce phénomène, et d'ailleurs c'est tellement vrai que si ce n'était pas le cas, si elle n'était qu'à 99%, j'ai coutume de dire, on ne serait pas là tous ce soir. Le problème il serait déjà ailleurs. Et de loin. Donc la fin, vous la connaissez, à peine vous commencez à lire un cas comme ça, vous connaissez, avec ça, vous savez la fin. Ça va se finir de différentes façons, mais ça se finira toujours de la même façon. Le phénomène nous glisse de manière inexplicable entre les doigts, et c'est comme ça. C'est l'élusivité, qui nous en dit beaucoup, soit dit en passant. Mais bon, à soi. Alors, évidemment, on a séparé en trois, mais le cas est un. La façon dont ça commence, on ne s'est pas intéressé du tout à ça, je vous l'ai dit. Et ben moi, je m'y suis intéressé, parce que je connais mes classiques, alors, l'idée générale qui a perduré, qui perdure encore d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, c'est que l'observation de ces phénomènes, qu'elles soient aériennes ou rapprochées, est due au hasard. On trouve ça dans les rapports de Poher dès les années 70, de Claude Poher, qui est le premier français à avoir fait des statistiques là-dessus. Il dit, bon, ben, c'est évident que c'est dû au hasard, parce que on voit que juste du début de l'année jusqu'à juin, il y a un certain nombre d'observations, et à partir des beaux jours, c'est-à-dire de juin, donc mai-juin, hop, ça commence à monter, et ça reste à un niveau élevé ensuite. Donc ça veut dire en clair que on pense qu'il y a un certain nombre d'honneurs, enfin un nombre donné X, on va dire d'ovnis, par an dans le ciel, et que plus il y a de monde dehors, et plus on a de chances de les observer. Ça paraît tout à fait logique. Et quand y a-t-il le plus de monde dehors? Ben c'est le matin quand on va au travail, le soir quand on rentre, et au beau jour où tout le monde est dehors pour toutes sortes de raisons. Bon. Donc ça paraît totalement cohérent, totalement logique. Sauf que personne n'a pensé une seconde qu'on était face à une intelligence, et pas n'importe laquelle, et que le raisonnement pouvait se retourner comme un gant. C'est-à-dire que, oui, il y a plus de monde dehors, mais il y a plus de contextes qui permettent à cette intelligence de se manifester, et notamment de manifester une forme d'intentionnalité, ce qui est le cas de toutes, sans exception, les rencontres rapprochées selon moi. 1, 2 et 3. Ce phénomène ne se produit jamais au hasard, jamais. Alors, je ne me positionne pas pour les autres observations, c'est-à-dire la majorité, quand même, qui est vu en l'air. Là, je reste en retrait. Pour les rencontres rapprochées, ça n'arrive jamais au hasard. Le phénomène fait preuve d'ostentation, d'intentionnalité, et ça se repère dans les outils qu'il emploie. C'est pour ça que c'est important d'analyser les livres. Il n'y a que 3 outils. C'est toujours la même chose qui revient. Les lumières, les bruits. Si vous êtes enfermé, il y a un tas de cas où le témoin était enfermé chez lui à la campagne, volet fermé. Donc, un bruit étrange a commencé à faire son apparition, et il a duré, et ça peut durer jusqu'à 1 heure, jusqu'à ce que le témoin sorte. Et c'est au moment où il est sorti que le phénomène est arrivé et que ça s'est déclenché. Ça, c'est la première chose. Lumière ou bruit, parfois associé. Deuxième chose, le positionnement préalable. Le témoin me dit, je prends le virage, ah tiens, c'est bizarre, il était posé là sur la route. Mais combien de cas comme ça y a-t-il? Vous pouvez pas vous imaginer. Il aurait été posé sans lumière à 20 mètres à côté, dans le champ, il y a 9 chances sur 10 que le témoin soit passé à côté et qu'il n'ait rien vu. Non, l'objet était très lumineux, posé au milieu de la route, l'être était devant ou juste à côté, visiblement le témoin était attendu. Il y a intentionnalité du phénomène. Et troisième outil, c'est, je dirais, l'apparition impromptue. C'est la dame qui va étendre son aile, elle lève la tête, le truc est au-dessus d'elle. Et puis, se passe la séquence qui doit se passer, et elle disparaît. Donc on est face à une intentionnalité de cette intelligence, qui nous montre des choses. Ça, c'est pour le début. Ensuite, maintenant, si on regarde la séquence, alors là, il y a une myriade d'informations, bien sûr. Est-ce qu'on peut, par exemple, catégoriser les séquences? On a bien tenté de catégoriser les êtres, ce que j'avais tenté de faire en 78, établir une typologie, qui marche encore pas mal, d'ailleurs je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Bon, on est à 12 ou 13 typologies dans le monde aujourd'hui, la dernière il y a 2 ans. Mais il y a une telle... ce phénomène est tellement multiforme
qu'en fait, faire une typologie ne sert à rien parce qu'il faudrait ajouter des caractéristiques sans arrêt. Il n'y a pas de cohérence. Donc, c'est pas un bon choix. Donc, quelles sont les séquences? Qu'est-ce qui nous est montré exactement? Eh bien, Isabelle, tu peux regarder un peu. J'ai fait une planche avec des effets vitrines. Il y en a 3. Alors, ça doit être EV1, 2, 3. Je vais vous le montrer parce qu'un dessin vaut mieux que. Alors. EV1, 2, 3. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, voilà d'autres cas que vous connaissez sans doute pas, qui sont mieux. Les séquences, on pense souvent que c'est la cueillette ou la panne. La panne appartient surtout au début de la phase d'accroche, dans les années 40-50. La cueillette, il y a eu encore des cas récemment de cueillette. Mais on pense que c'est la séquence principale quand elle est décelable. Pas du tout. La séquence principale, c'est les effets. Donc je vous ai donné la définition tout à l'heure. Alors c'est toujours différent, c'est toujours multiforme, on est bien d'accord, mais c'est toujours un effet vitrine. Ceci n'a aucun sens hors de l'effet vitrine. Regardez bien. Voilà les formes. Celui-là remonte aux années 50. Il ressemble beaucoup au Cadre au Soleil. Il s'est déroulé un an avant, à Vaux-en-Dieulet, dans les Ardennes. C'est très ancien. Il y avait eu un cas en Italie aussi. Vas-y, passe à la 2. Voilà, ça continue. Alors vous pouvez dire ça n'a ni queue ni tête. Apparemment, au premier degré, ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Vas-y, la dernière. Celui-là, c'est le dernier qui se soit produit il n'y a pas longtemps, ouais, en 2004. C'est une amie qui l'a enquêté. Une porte avec un mètre, et la porte se ferme, le truc décolle. Et il y a de la radioactivité retrouvée sur place, au Québec. C'est un des plus récents. Et on est dans un effet vitrine, évidemment. Donc, voilà la séquence la plus répandue. Si on sort du cadre des RR3, des apparitions humanoïdes, il y a également des effets mimétiques. Tu vas trouver 3 planches également d'effets mimétiques dans le même coin. Alors j'ai Morez là, qui me fait voir. Vas-y, Morez. C'est dans le Jura? Ouais, exact. C'est un vieux cas français auquel personne n'a fait attention. Ah ouais, Là, 2 témoins, un couple le soir qui rentre. La femme lui dit arrête-toi un peu, ils sont au-dessus dans la montagne, au-dessus de la voiture de fer. Arrête-toi un peu, là, il y a une locomotive, mais elle me paraît bizarre. J'ai jamais vu ça. Elle est illuminée, c'est bizarre. Donc il s'arrête, il descend, il regarde. Effectivement, il voit ça. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Le truc qui commence à décoller. Aïe aïe aïe. Ça monte, ça passe devant eux, ça se transforme en soucoupe volante, en forme ovoïde, et ça fout le camp à toute vitesse. On est dans un effet mimétique. Effet mimétique de voiture. Les 2 témoins ont été paralysés. Effet mimétique sur on va dire, c'est assez ridicule, mais c'est sur des ballons dirigeables. Et là-haut, alors ça c'est un cas, le témoin était chef de gare, de la gare voisine. Et l'objet, vous voyez les faisceaux lumineux sur les côtés, il correspondait aux signaux que faisait le chef de gare. Et oui, c'est ça un effet mimétique aussi. Ça paraît parfaitement ridicule, mais ça peut signifier quelque chose au second degré. Vas-y, passe à la suivante. Alors après, qu'est-ce que j'ai ça? Ouais. Pescar, tout un équipage entouré par cet objet. Alors, ça ressemble à comment dire, à une sorte d'appareil anthropomorphe, parce qu'il y a une sorte de forme humanoïde en dessous, puis il y a une espèce d'aile en dessus. Et l'objet, à toute vitesse, a tourné autour de l'appareil. Il était jaune vif, et les gars étaient des aspirants pompiers qui travaillaient pour les feux de forêt sur des avions. Il a tourné à toute vitesse plusieurs fois autour de l'avion, et il a fiché le camp à toute vitesse. Donc voilà, ça c'est le plus beau cas mimétique français. Alors là, c'est un truc... En plus, le témoin est un spécialiste de l'aéronautique qui travaille dans la base voisine, mais qui est assez éloigné. Il voit toute la famille, il voit dans la nuit cet engin arriver, il voit surtout le phare devant. Alors le gars, il va très très lentement. Le gars a le temps de redescendre en bas et de prendre une lampe torche très puissante. Ils sont tous sur le toit de leur maison. Ça passe au-dessus, et le gars, évidemment, il est spécialiste de l'aéronautique, il sait tout de suite à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un Mirage 4000, dont on
on a sorti peu d'exemplaires. Sauf que c'est un drôle de Mirage 4000 quand même, parce que devant c'est tronqué et il y a le feu. Et quand il le verra passer derrière, les deux réacteurs qui sont là ne sont pas des réacteurs, ce sont des lumières puissantes. Et tenez-vous bien, à un moment, il passe tellement près d'eux qu'avec sa torche, il arrive à éclairer le dessous. Et il y a cette espèce de surface bizarre, noire, qui ressemble, il dira, à une peau de crocodile. Et l'objet passe, mais à toute petite vitesse, à un moment pas qu'il tire un angle droit et puis il disparaît dans le lointain. C'est le plus gros cas, sans doute, mimétique français. Voilà. Ça, c'est un cas qui s'est passé il y a très longtemps, en 1931, en Suède, toujours en Scandinavie d'ailleurs. Et le témoin, qui était c'était la pleine lune, hein, c'était de nuit, il a vu cette espèce d'armée des ombres arriver vers lui, passer devant lui sans s'occuper de lui d'ailleurs, rentrer dans une espèce de nuage multicolore et disparaître. Alors, est-ce que c'est un cas, qu'on peut ramener à l'ER3? Ça se discute, mais il se trouve qu'il y a quelques apparitions de ce type-là où on a vu des humanoïdes avancer comme ça en file indienne ou en groupe, toujours sans s'occuper du témoin. Moi, je pense que c'est mimétique. Je pense que tout simplement, ça mime une procession. N'oubliez pas que les processions, il y en a encore beaucoup en Italie, aujourd'hui on sait plus ce que c'est, mais à une époque, je peux vous garantir qu'il ne passait pas une semaine sans une procession, même dans un petit village. Et on est dans quelque chose comme ça, selon moi. Vas-y, passe la dernière. Alors, il doit y avoir une fois. Ce sont des numéros. Non, alors c'était avant. Hop, hop. Voilà. Voilà d'autres effets mimétiques. Bon, celui-là est très connu, fini dans le Nord, les deux parents sortent parce que leur fille est allée au bal, elle avait promis de revenir à 1 heure, pour classique, elle n'est pas revenue, donc grosse panique, on fait les 100 pas dehors, et à ce moment-là arrive cet objet bizarre. Alors en plus il y a la Lune, qu'il voit bien à part, c'est pas la Lune, hein. Et puis à un moment l'objet se sépare, et il y a ces deux petits personnages, ces deux petits cosmonautes qui apparaissent, et qui se mettent à faire mécaniquement les 100 pas dans la demi-portion du cercle. Et finalement la fille arrive et tout disparaît. C'est bizarre. Il y a un problème, il nous manque encore une fois une théorie de la conscience, comme dirait Richard Feynman, oui, c'est sûr. Ça c'est assez amusant, c'est un cas amusant, c'est deux infirmières qui ont vu passer ça. Bon, je vous fais pas le dessin, le dessin est là, donc je vous fais pas le dessin. Et ça, alors ça c'est deux chasseurs qui partent chasser le canard, et ils observent ça. La canne et ses canetons, passés dans le ciel en deux couleurs. Voilà ce qu'on parle de mimétisme, voilà les cas qu'on évoque. Il y en a d'autres. Voilà les cas. Donc, tout ceci, vous pensez bien, crée de gros problèmes de théorie, de gros débats. D'ailleurs, ça a fait exploser l'ufologie française, qui était la première au monde en 70-80, à la fin des années 70. Elle a littéralement explosé sous les tensions à cause de l'histoire comme ça. L'introduction de ce qu'on a appelé la dimension psychique à l'époque, on n'y a pas résisté. C'est tombé sur un milieu qui n'était absolument pas préparé à affronter un truc pareil. Il n'existait aucune théorie autre que matérialiste ou réductrice, évidemment. Or, là, il faut bien comprendre les choses. Quoi qu'on puisse vous dire, nous vivons toujours sur un paradigme purement matérialiste. Seuls les physiciens savent qu'il n'est pas correct, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas exact à 100%. Il est loin d'être performant. Mais depuis le 19e siècle, nous vivons toujours sur ce paradigme. Or ça, dans un paradigme matérialiste, c'est tellement absurde et fou. Quelle est la particularité de... Qu'est-ce que ça veut dire finalement être matérialiste? Parce que quand vous en parlez avec un physicien ou un scientifique, il va vous donner des éléments précis. Chacun peut dire la sienne. Hein. Je tape sur le machin, je le sens, donc je suis matérialiste. Mais je suis réaliste. Mais un physicien va vous donner des éléments précis. Il va vous dire, voilà, on est là dans une pièce, et bien cette pièce est constituée d'objets purement matériels, comme vous pouvez le constater, hein, vous-même d'ailleurs, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Moi, j'ai aucun rapport avec vous, vous n'avez aucun rapport avec le mur, ni avec la chaise dont vous êtes assis dessus, etc. Ça, c'est la définition physique, dite réaliste, pour ne pas dire matérialiste. Il y a juste un petit problème, comme le fait remarquer Alain Conès, qui est la médaille Fields, qui correspond au prix Nobel français en mathématiques. Il dit on fonctionne toujours sur un modèle de représentation du monde qui appartient au 19e, 18e, 19e, sauf qu'il est faux. Ce n'est pas exact. Au niveau, la physique quantique nous a montré qu'au niveau infinitésimal, d'abord, rien n'était matériel, tout vibrait. Tout vibrait sous forme d'ondes qui interfèrent entre elles. Et qu'en plus, tout est lié.
l'intrication nous montre, les effets quantiques nous montrent que tout est lié. En ce moment même, on est entouré d'effets superposés, de possibilités superposées. On ne peut pas les voir, bien sûr, mais on est entouré également de lignes qui vont nous conduire à un futur différent, et un seul sera activé pour une raison bien précise, qu'ils appellent la décohérence. Bon, donc sur le fond, la vision purement matérialiste du monde est fausse. Deuxième chose, un biologiste, alors il faut savoir que la biologie, d'une manière générale, c'est la forteresse inexpugnable du matérialisme. Et ça se retrouve notamment dans les professions médicales, paramédicales, enfin surtout médicales. Et la tête de diamant de tout ça, c'est la neurobiologie, qui prône qu'il n'y a pas de conscience, là on en vient aux choses intéressantes, il n'y a pas de conscience en dehors de la matière. Autrement dit, la conscience n'est qu'une production de l'organisation de la matière, c'est-à-dire de l'organisation neuronale. Voilà ce qu'est le matérialisme. Or, tous ces cas, et beaucoup d'autres choses aujourd'hui, notamment la physique quantique, nous montrent que c'est pas vrai. On fonctionne là-dessus, mais c'est pas vrai. On en est encore à un retard, je pense, énorme dans notre façon de... dans notre appréhension globale de l'univers et de l'ontologie, c'est-à-dire la nature de la réalité dans laquelle on vit. Alors ça, il faut bien le comprendre. Actuellement, la plupart des physiciens sont au courant de ça, certains plus que d'autres. Il faut voir les déclarations. Hein. Si vous commencez à vous intéresser au sujet, vous serez étonné. Hein. Il y a quand même un des plus grands physiciens mondiaux, il s'appelait David Bohm. Il est mort en 92. Un an avant de mourir, c'est son testament, il a dit écoutez, ça fait 40 ans que je fais de la physique quantique, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous appelons la réalité est produit par une source d'information située hors de l'espace et du temps. Mais malheureusement, tous mes efforts pour en savoir plus ont échoué, la nature reste voilée. Le physicien qui vous dit ça, la nature voilée, c'est justement le réel voilé, c'est justement le titre du livre du plus grand physicien français de l'époque, j'ai nommé Bernard d'Espagna, qui a écrit ce livre en disant mais tout nous montre que nous avons accès uniquement à une représentation du monde et non pas au monde lui-même. Nous ne voyons que l'apparence des choses. Vous avez un gars avec qui j'étais beaucoup en relation qui lui a une analyse de la physique quantique qui m'a beaucoup intéressé, c'est Emmanuel Ransford. Vous pouvez trouver ses ouvrages, le dernier notamment, hein, 8 leçons de physique quantique, où il les explique. Et pour une fois, il prend ses responsabilités, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Donc il vous dit, mais oui, la conscience est un champ de nature quantique qui englobe ce qu'on appelle l'inconscient, et surtout qui est intriqué. Et c'est ça qui nous intéresse d'un point de vue ufologique. C'est intriqué. C'est intriqué au sens, c'est-à-dire maillé. C'est-à-dire au point qu'un philosophe des sciences comme Erwin Laszlo dira mais la conscience c'est quelque chose d'entièrement quantique et intriqué, et il y a une sorte d'information qui est là disponible au niveau quantique. Il va même oser employer le mot d'akasha. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'akasha, ça vient du Vedanta. Hein. C'est une sorte de bibliothèque de tous les événements survenus dans l'humanité. Mais c'est le Vedanta, c'est autre chose, c'est la spiritualité indienne. Mais là, et c'est pour ça que beaucoup de philosophes quantiques vont souvent voir du côté du Vedanta aussi, et du bouddhisme. Le Vedanta a donné naissance à tout un tas de courants qui sont peut-être plus connus aujourd'hui, le bouddhisme, les différents tantrismes, il y en a 4 ou 5, le jainisme, etc. Mais tous prônent le contraire du matérialisme, qui est l'idéalisme. Et l'idéalisme, c'est une ancienne idée philosophique en Occident aussi, elle remonte à Platon, Berkeley. Emmanuel Kant avait posé le problème en disant que malheureusement tout passait par la conscience, y compris la mesure, et que donc on ne pouvait pas être sûr au-delà, alors sans aller vers un solipsisme intégral quand même. Donc je vous dis ça pour essayer de situer un peu le débat et pour monter le niveau de théorie que l'on peut proposer par rapport à ça. Oui. On va être... Bon, moi je suis gardien du temps, je vois qu'il est 23 heures. Je sais. Il y en a qui viennent de loin. Simplement, je voulais préciser que dans cette assemblée, il y en a pas mal d'entre nous qui étaient à la conférence de Philippe Guillemant l'année dernière à Genève. J'étais avec lui avant-hier. Hein. Ah ben c'est intéressant de voir son opinion sur la question. Alors, je la donne tout de suite. Oui. Lui, il parle sans arrêt de dédensification. L'OVNI,
crée une physique qui dédensifie les choses. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il dit, il y a une ontologie, c'est-à-dire une nature de la réalité telle qu'on l'aperçoit nous tous ici, les collectifs. Mais il y a une ontologie quantique aussi. Il y a une ontologie quantique. Eh bien, cette intelligence parvient à faire en sorte que l'ontologie quantique rentre dans notre propre ontologie par degrés. Il y a plusieurs degrés, j'insiste bien là-dessus. Il y a plusieurs degrés. Si c'est au degré minime, l'OVNI n'est pas visible. Si c'est au degré moyen, il peut être en plusieurs endroits simultanément. Des cas ont relaté ça. Hein. Et si il se densifie jusqu'à notre niveau, alors dans ce cas, oui, on le voit, il peut même se poser et tout et tout. Et ceci a une particularité. Ce mécanisme, alors il m'a bien précisé, c'est parfaitement rationnel. Mathématiquement, on parle de formalisme, hein, c'est des équations. On peut parfaitement le prouver théoriquement. On ne sait pas encore le faire, mais on peut le prouver. Ça se fait en dilatant le temps. Alors, on a tous une perception particulière de la réalité et du temps. Si je vous pose la question, finalement, au bout du compte, vous avez un certain âge, qu'est-ce que vous appelez réalité? Vous constatez que la réalité, c'est quelque chose qui disparaît au moment, à jamais, au moment même où vous la percevez. Et ça, c'est la destination du temps. Mais à ce niveau-là, on peut prendre une fraction de temps et la dilater. Et ceci a des conséquences. Alors, il y a deux conséquences. Enfin, il y en a même trois. La décohérence, sur lequel les physiciens fantasment beaucoup actuellement, la décohérence, c'est ce qui permet de faire que le niveau quantique n'est pas dans notre univers tel qu'on le connaît à 3 dimensions plus le temps. D'ailleurs, heureusement, parce qu'on vivrait une drôle de réalité. Je ne suis pas sûr qu'elle soit tellement vivable. Le mari saurait ce que sa femme pense de lui et vice-versa. Vous verriez apparaître votre voisin dans votre chambre la nuit. Je ne suis pas sûr que ce soit très vivable. Bon, donc la décohérence, c'est le mur qui empêche tout ça. Le fait de dilater le temps avec une technologie adaptée supprime la décohérence. Et quand vous supprimez la décohérence par cet étalement du temps, il y a deux autres conséquences. La première, c'est que vous voyez le passé et le futur sous forme de lignes intriquées et par états superposés. Et c'est la meilleure hypothèse que nous ayons pour l'instant pour expliquer l'élusivité. C'est ce que j'ai expliqué dans le livre. Cette intelligence opère en fonction d'un contexte. Elle voit ce qui va arriver. Et c'est comme ça qu'elle ne se fait jamais prendre. Ça fait 80 ans que ça dure, qu'on a ça sous le nez et qu'on ne le voit pas. Et pourquoi ne le voit-on pas? Parce qu'on n'a pas la théorie pour le voir. On commence à peine à la voir. Voilà. Donc, il choisit, il m'a même fait le dessin, Philippe, sur la table. Il m'a dit, voilà, il y a tel élément, il y a un groupe de témoins dans tel endroit. Il dilate le temps, et tout de suite, la décohérence cesse, et les lignes de vie apparaissent, et les lignes de situation apparaissent. Et il choisit. Il dit, non, celle-là, il risque d'arriver un pépin. Non, celle-là, ça va pas. Ah, celle-là, ça pourrait aller. Là, il n'y a pas de risque, je peux intervenir. Hop. L'OVNI intervient à ce niveau-là, il fait ce qu'il a à faire dans sa séquence, et il rejoint la ligne de temps, il fuit, et vous ne vous rendez compte de rien. Et nous, les ufologues, on arrive 3 jours après. C'est curieux quand même, ça s'est passé là, et puis il y avait une voiture là, et puis il y avait un témoin en face, et puis enfin il y avait des gens en face, et puis personne n'a rien vu. Alors 1 fois, 2 fois, 10 fois, c'est le hasard, hein, et puis 100 fois, 1000 fois, ça commence à bien faire. Mais évidemment, c'est comme vous êtes sur un champ de bataille, vous voyez les balles arriver 5 secondes avant. Enfin, de temps en temps vous faites ça, la balle elle passe, et tout le monde dit, ah, mais comment il fait, c'est exactement ce qui se passe. Et d'après Philippe, il y a une autre conséquence, mais ça il n'en est pas sûr, c'est plutôt son intuition. Cet état annule la gravité. Ouais. Cet état, alors là j'ai bien fait préciser, je dis mais ça peut expliquer pourquoi les ovnis ont l'air de flotter, et puis ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, il n'y a plus de gravité. Dès que la décohérence revient, évidemment tout revient à la normale. Hein. Voilà, en gros, très très résumé, et j'ai peut-être pas toujours les mots pour le dire, parce que je ne suis pas physicien non plus, je suis historien. Mais je pense que c'est la meilleure théorie que nous ayons à l'heure actuelle pour expliquer ce qui se passe. Alors, une dernière chose par laquelle je voudrais terminer, pourquoi est-ce que ça se passe? Ça ne répond pas à la question du sens. Pourquoi? Eh bien, le rapport fluide dont je parlais, là, qui vient de sortir, qui fait 820 pages,
apporte un début de réponse, et c'est pour ça que j'ai commencé par la révolution industrielle. Je vais vous donner mon opinion clairement là-dessus. Je pense qu'une espèce qui parvient à la révolution industrielle, elle parvient tout plus tard d'ailleurs, dès que c'est bien enclenché, le temps lui est compté. Parce que la dévastation environnementale est telle, et démographique, et tout ce que vous voulez, ça s'enchaîne en cascade à partir de là. Le temps lui est compté. Et je fais un lien entre ce que j'appelle une eschatologie laïcisée, attention, elle a toujours été religieuse, mes propos ne sont pas du tout religieux, une eschatologie laïcisée et l'apparition de ce phénomène, et comme par hasard, dans cet échange avec les entités, je note, et ils mettent l'accent dessus, qu'il ne cesse de nous mettre en garde. Il dit, mais vous êtes au bord de l'extinction, au bord du précipice, et vous procédez, avant de tomber dans le précipice, vous procédez à un véritable génocide de toutes les espèces. Vous partirez les derniers seuls, mais vous partirez quand vous aurez anéanti toutes les espèces, et tout ce qui vit sur Terre. Et vous êtes à toute vitesse en train de faire ça. Donc il y a des mises en garde. Mais ça n'intervient pas. Notre libre arbitre est respecté. Et je pense que ça n'interviendra pas. Et je pense que ce n'est pas un cas unique. Et vous savez, j'ai assisté à une émission de télé en 68, c'est encore la télé noir et blanc. Il y avait Hubert Reeves, dont vous avez sans doute entendu parler, et c'était une émission sur la vie extraterrestre, les gens en parlaient. Et le journaliste lui demande comme ça, et vous, monsieur Reeves, qu'est-ce que vous pensez? Il l'a regardé, il a les yeux bleus, comme ça, il l'a regardé, on a vu, même si c'était en noir et blanc, il a dit, mais monsieur, qui vous permet de penser qu'une civilisation hautement évoluée puisse survivre très longtemps à son propre développement technologique? Le journaliste, il n'a pas beaucoup insisté là. Et donc on est en 68, et déjà, Reeves a bien vu le coup, et il dit ça. Il y a un autre physicien français qui est moins connu, qui a une phrase encore plus lapidaire. No way for the intelligence. Clair et net. Pas. Il faut y penser. Et moi, je fais un lien de cause à effet avec l'apparition de ce phénomène. Peut-être à tort, je me trompe peut-être, je n'ai pas la science infuse, mais il me semble quand même qu'il pourrait y avoir une relation. Voilà. Si on veut absolument trouver un sens. Voilà. On va, je crois que... Oui, je crois qu'on peut appeler Eric. C'était vraiment très intéressant. Oui. Oui, bonsoir. Par rapport au temps et ce que vous Oui. avez dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ceux qui se manifestent, ils savent, ils ont conscience de ce que le témoin va relater, si elle en fait part 3 jours plus tard, ou 30 ans plus tard? Oui. Oui. Et ce qu'ils vont en dire, par rapport à cette... Alors, ça c'est une question difficile. Jacques Vallée pense que oui. Il voit l'activité OVNI, par exemple, et Jacques Vallée est quand même un des plus grands penseurs qu'il ait eu en ufologie. Il voit l'activité OVNI comme une tentative d'influence sur nos sociétés, mais en passant par la marge. C'est-à-dire que les cas remontent dans l'indifférence générale, oh oui, c'est pas sérieux, c'est parallèle, c'est tout ce qu'on veut, mais n'empêche, ils imprègnent la conscience populaire, et donc ils participent d'une certaine démarche. C'est un peu sa façon de voir. Donc, si on prend cette façon de voir, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas. Je rappelais tout à l'heure qu'en 1998, je crois, l'ONU a fait, non pas une étude, comme on dit, il a fait un sondage pour savoir un peu, il voulait avoir une idée de combien de gens avaient vu ces phénomènes et tout. Donc le sondage a donné un chiffre étonnant quand même. 150 millions de personnes en 98 disaient avoir vu quelque chose depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à cette date, disaient avoir vu quelque chose. Alors ça ne veut pas dire autant de cas, il faut connaître le nombre moyen de témoins par cas, on le connaît, je le connais, en tout cas c'est 1,7. Ça donne 80 millions de cas. Même en appliquant les statistiques de Power dessus, et les plus sévères, on sait qu'il y a 80% de confusion. Et il pousse le cheval jusqu'au bout, il dit, bon, allez, il y a 4% de cas qui sont non réductibles. Donc ça veut dire que vous enlevez 96%. Bon, calculez combien ça fait 4% de cas sur 85 millions, vous arrivez à 3,2 millions. C'est énorme. Même à la marge, c'est énorme. Ça ressemble bien à un système d'influence, quand même.
à la marge, c'est très habilement fait. C'est illusif. Donc, si ça ne l'était pas, évidemment, on ne serait pas là. Si ça ne l'était pas, on ne serait pas là. Les systèmes auraient déjà récupéré le truc depuis longtemps, on serait dans un autre monde. Mais l'illusivité est au centre de cette mécanique. Ça, c'est sûr et certain. On a une autre question. Oui. Oui, vous avez parlé du phénomène sur les 80 dernières années. Si on va un peu plus loin dans le passé, il semblerait que le phénomène existe depuis plusieurs milliers d'années. Je voudrais savoir ce que vous pensez, c'est ma première question, des momies de Nazca et des résultats des analyses génétiques sur les momies de Nazca. Et enfin, vous parlez de la révolution industrielle, du risque, je dirais, de destruction de la Terre ou de l'humanité, et donc de la place de l'humanité dans les étoiles. Alors, bon, il y a plusieurs questions, je réponds rapidement. D'abord, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs courants ou écoles, comme vous voulez. Et tout ça coexiste et se juxtapose un petit peu. Beaucoup sont absolument persuadés que ce phénomène est consubstantiel à l'apparition de l'Homo sapiens. Ce qui veut dire que ça remonte au moins à 30 000 ans avant Jésus-Christ. Bon. Alors, c'est possible, mais le problème, c'est que c'est le problème des artefacts, des preuves, des traces, et du contexte. Pour moi, le problème principal, c'est celui du contexte. Comme j'ai expliqué, on a fait des erreurs, mais monumentales. Je pourrais faire l'historique, en croyant, moi le premier d'ailleurs, dur comme fer, que là, on avait la preuve qu'il y avait quelque chose, et puis quand on a fouillé un peu et qu'on s'est renseigné exactement, on s'est aperçu qu'on était dedans, et puis on s'était trompé magistralement. À cause, toujours pour la même raison, à cause de l'ignorance du contexte. Donc, j'ai fait de l'archéologie théorique et pratique, je ne me considère pas comme un archéologue pour autant. Je respecte ces courants, je trouve ça intéressant. Il y a des gens qui fonctionnent vraiment dessus, il y a des gens sérieux qui essaient de travailler. Donc je respecte tout ça. J'ai tendance, mais ça c'est peut-être une question de caractère, à aller sur ce que j'ai sous la main, si vous voulez. C'est pour ça que je dis que je suis plutôt pragmatique et je regarde ce qu'on a dans la période contemporaine, 1800, 2000. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Maintenant, vous m'avez posé une question précise sur Nazca. Je vous donne mon opinion, ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde. Il faut savoir que je connais la région. J'ai baroudé dans la région. Ça fait 50 ans que ça dure. Ça fait 50 ans qu'on fabrique des faux, qu'on vend et qu'on fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Moi-même, quand j'y étais, vous savez, là-bas, ils n'ont pas d'eau potable souvent. Donc vous voyez des camions qui passent, qui sont chargés de ce qu'ils appellent de l'eau électropure, c'est-à-dire de l'eau purifiée. Et ils sont dans des espèces de bonbonnes comme ça en verre énorme. Alors vous les voyez par centaines sur les camions. Et les antiquaires récupèrent ça. Et si vous faites copain avec un antiquaire, là-bas, que ce soit au Pérou ou au Guatemala, surtout sur le plateau en main, il va aller derrière les fagots, il va vous sortir une bouteille, et dedans, il y a une sirène fossilisée, il y a un animal inconnu mystérieux. Tout ça est fabriqué depuis 50 ans, ça fait 50 ans que ça dure. Des faux, on en a trouvé un tas. Et les momies de Nazca, il se trouve que pour certaines raisons personnelles, j'ai suivi l'apparition de ce truc-là, et j'avais mis en garde. Bon. Comment vous dire ça? Elle note ce dernier coup, c'est pas le dernier d'ailleurs, mais c'est le dernier en date. Il a pris parce qu'on a fait une propagande éhontée par le web et sur les réseaux sociaux. Ils ont monté, je ne sais plus comment ils appellent ça, un site internet pour récolter du fric, parce que le Huaqueros, le pilleur de tombe, il demandait au départ 10 000 $ pour chaque bout de momie ou chaque momie. D'accord? Voilà. Et maintenant c'est 100 000. Après avoir fait certaines choses. Il faut savoir que ces gens-là font partie de groupes criminels, de cartels, de gangs criminels qui ont récupéré ça, parce qu'il y a quand même de l'argent. Autour des momies, on a trouvé des pierres qu'on appelle là-bas gogottes, parce que ça concerne les gogos, qui sont en fait les pierres d'Ica, et on sait qui les fait. C'est les paysans qui au départ les faisaient. Donc, alors ceci dit, je ne suis pas le bon Dieu non plus. Je vous mets en garde. Faites attention, gardez votre esprit critique, ouvrez bien les yeux. Il y a eu des analyses de fait sur ces momies. On a parlé de beaucoup de choses. Elles sont sans doute faites à partir de choses différentes. On a trouvé des éléments chimiques dedans qui ne peuvent pas exister avant 1800.
contraire. On a trouvé des eaux creux, on a prétendu que... Enfin, on a prétendu des choses, j'ose même pas vous les dire. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention, surtout quand il y a du flou. Et je sais qu'il y a eu certaines manipulations de fait sur des personnes par des moyens assez... comment qualifier ça? Enfin, je ne veux même pas le qualifier. Où on a attenté à la santé de certaines personnes pour faire passer certaines informations et que, comme par hasard, les prix sur Internet ont monté. Donc, faites attention. Voilà, c'est tout ce que je m'engage à vous dire. Faites attention. On a une question. Oui. C'est bon. Laissez répondre. Allez-y. Oui, je vous pose une petite question à travers tous les témoignages que vous avez eus. Il semblerait qu'il y ait toujours une relative bienveillance, étude, mais pas d'animosité. Alors, est-ce que le terme animosité est juste un truc humain, ou est-ce que vous n'avez jamais eu de témoignage qui dénote d'une animosité d'un humain qui a été tué ou de choses comme ça? Alors, question intéressante, compliquée, délicate. Il existe quelques cas où on prétend que le témoin a été tué, mais quand on y regarde de près, non. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un témoin volontairement assassiné, par exemple, par un de ces gars. Il y a quelques cas, surtout en Amérique du Sud, mais c'est un contexte un peu particulier, l'Amérique du Sud, qui est très violent, qui est très bon. J'ai pas en mémoire, et pourtant j'ai beaucoup de mémoire, j'ai pas en mémoire un cas où je puisse vous dire de manière sûre, là ils ont tiré un rayon, ça a tué le gars. Non, non. Même dans la fameuse affaire là, au Brésil en 76 à Colares, où les objets tiraient des rayons sur les gens, ça a duré un an, l'armée a dû évacuer l'île quand même, hein, quand même. Et les femmes prenaient le rayon sur le sein comme ça, et les gars touchés aussi. Alors il y a eu un ou deux morts, mais ils étaient très âgés, et bon, mais les femmes n'ont pas été tuées quand même. Voilà, de ce point de vue-là, non. Après, ça se discute, je veux dire, vous prenez un coup de rayon, vous tombez, vous tapez la tête par terre, voilà, c'est... Et toi, dans vos témoignages? Non, non, j'ai pas, j'ai pas, jamais. C'est déjà ça. Je pose une question. Oui. Avez-vous été, vous, dans votre vie, témoin de phénomènes Oui, psychologiques? oui, une seule fois. En avril 1975. Des objets qui volaient haut, mais d'une manière, il n'y avait pas de doute, sont passés en deux vagues, avec un comportement... rien dans votre vie, depuis votre naissance, ne vous a jamais préparé à voir un truc pareil, au point que pendant des années, je n'ai même pas pu trouver les mots pour expliquer ce que j'avais vu. C'est la seule observation que j'ai faite, c'est pas une observation rapprochée. Encore une question? Ok. Merci. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'en fait, le phénomène avait une vision du temps, du passé, du présent, Oui. du futur en même temps. Oui. Grosso modo, c'est ce qui expliquait son éligibilité, qui n'a jamais été mis en doute. Oui, oui. Comment est-ce que vous expliquez dans ce cadre-là l'effet dose? Parce que l'effet dose, c'est qu'à un moment donné, le phénomène, il est obligé de figer. Il est obligé de figer parce que justement, s'il avait la vue sur le futur, il n'aurait pas besoin de figer. Soit il ne se manifesterait pas, soit il se manifesterait dans un autre contexte. Oui. Et on sent que l'effet dose, Oui. il a besoin, et donc il a besoin de modifier la trame. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Alors, on va faire un peu de statistiques qui vont expliquer ça. Quel est le taux statistique de l'effet dose dans les rencontres rapprochées? Vous ne savez pas, on sent 20. Oui, vous avez raison, c'est entre 15 et 20%. C'est à la louche, hein. À la louche parce qu'il n'existe pas de travaux dessus. Mais on estime, les chercheurs estiment que c'est entre 15 et 20%. Bon. Mais l'élusivité, elle joue à 100%. Qu'est-ce qui se passe dans les 80% restants? Les 80% restants, c'est ce que je vous ai dit. Et l'effet dose, ce qu'on appelle effet dose, qui n'est rien d'autre qu'une dilatation temporelle aussi, c'est quand le phénomène veut absolument interagir dans un contexte particulier et que le contexte ne lui donne pas les moyens. Dans ce cas, il force les choses et ça s'appelle un effet dose. On peut le dire autrement, je vous ai dit tout à l'heure, entre l'ontologie quantique et notre ontologie réaliste, densifiée, il y a des degrés dans l'interpénétration. L'effet dose est le dernier degré. C'est là où vraiment il arrive à mettre cette bulle visible par le témoin.
où il y avait plein de voitures, des camions et tout d'un coup, 30 secondes après, il n'y a plus rien. Ah. Et c'est là que le phénomène apparaît. Ça dure 3 minutes, vous regardez la montre quand il s'en va, il y a 1 heure qui est passée. C'est éclairant, c'est évident que c'est ça. Quand Philippe Guillemot dit que c'est une déformation temporelle qu'on appelle du nom poétique d'effet dose, c'est évident. Tout le montre. C'est très intéressant l'effet dose. Ça va, vous êtes saoulés? Je peux parler 4 heures sans interruption sur le sujet avec les cas. Donc, On va être obligé de ça. En tout cas, on peut applaudir parce que on a passé un état dessus. C'était vraiment très intéressant. Bon, je vous remercie, je suis content si ça vous a intéressé. Je dis des choses qu'on n'entend pas toujours. J'ai longtemps travaillé sans parler, tout ça prend du temps. Parce que le livre, finalement, c'est que l'aboutissement. Le livre, c'est un an de travail, mais il y a 10 ans de travail souvent derrière pour arriver à dégager l'information. Le gros problème, c'est avoir un échantillonnage fiable. Si moi j'en ai connu plein, hein, ils ont eu l'honnêteté intellectuelle, à un moment ils ont dit non, je suis pas sûr de mon échantillonnage, j'arrête tout. C'était bien, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc dégager un échantillonnage qui soit fiable pour vous, évidemment, c'est subjectif. C'est le premier stade et ce stade prend beaucoup de temps. Il faut pas se décourager parce que des fois, quand il y a